il y en a plusieurs. Quelle est la destination d'un dispositif médical? Quelle est la classification des DM? Et puis, on rentrera dans un historique de la réglementation des dispositifs médicaux depuis le départ jusqu'à ce qui se passe actuellement. Et puis, on rentrera dans on a à peu près plus de 10 000 types de dispositifs médicaux qui existent sur le marché international. Et quand je dis 10 000 types, chaque type peut avoir une dizaine ou une centaine de références. Donc on trouve à l'échelle internationale plus de 1,5 million de dispositifs médicaux si on comptabilise les références. Et bien sûr, ça part d'une simple aiguille, d'une seringue, d'un stéthoscope, d'un stent cardiaque jusqu'à un scanner ou un IA. Donc c'est très très diversifié comme catégorie de produits. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un dispositif médical? Bien sûr, il n'y a pas qu'une seule définition, il y a plusieurs définitions. Donc ça, c'est la première définition des dispositifs médicaux puisque c'est la définition de base, mais il y a d'autres catégories qu'on verra tout à l'heure. On ne va pas tout étayer toutes les définitions, mais c'est essentiellement la principale. Donc un dispositif médical, ça peut être un instrument, un appareil, un équipement, de la matière brute, un produit quelconque, ou autre article qui est utilisé, soit seul, soit en association, y compris les logiciels et accessoires. Par exemple, si vous prenez un scanner, il y a un scanner, il y a un lecteur à côté, une imprimante à côté, donc tout ça, ça peut être considéré comme des dispositifs médicaux. Et donc, y compris les accessoires et les logiciels intervenant dans son fonctionnement, et qui sont destinés par le fabricant à être utilisés chez eux. Donc déjà, j'ai mis en gras chez l'homme parce que dans notre exercice, on a eu affaire à avoir des dispositifs médicaux qui ne sont pas utilisés chez l'homme et donc ils ne rentrent pas dans cette définition et ne rentrent pas dans cette catégorie. Et bien sûr, ils sont utilisés à des fins médicaux ou chirurgicaux et dans l'action principale, ça c'est la partie la plus importante, il nous permet de différencier est-ce que c'est un dispositif médical ou c'est un autre produit. Donc en regardant son mécanisme d'action et son action principale. Donc l'action principale d'un dispositif médical doit être obtenue par des moyens qui ne sont pas ni pharmacologiques, ni immunologiques, ni par métabolisme. Donc lorsqu'on détecte qu'il y a une action qui correspond à ces trois critères, là, il n'est plus un dispositif médical, il peut devenir un médicament, il peut devenir un autre produit autre qu'un dispositif médical. Mais, que je redis, il peut faire appel à cette fonction pour assister l'utilisation du dispositif médical. Et donc là, je pourrais citer l'exemple d'un stent cardiaque qui est inséré au niveau des vaisseaux, okay, mais qui peut contenir un médicament pour fluidifier le sang pour pouvoir l'intégrer. Donc là, la fonction essentielle du dispositif médical, c'est le stent pour élargir les vaisseaux. Et le médicament, il est là juste pour faciliter l'introduction du médicament. Donc, on ne lui donne pas de statut de médicament, c'est un statut du dispositif médical qui contient un médicament. Et donc là, c'est la définition globale d'un dispositif médical et sur laquelle on se base pour définir le statut d'un produit, est-ce qu'il est un dispositif ou il n'est pas un dispositif. Bien sûr, j'ai dit qu'il y a plusieurs définitions. Donc, il y a les dispositifs médicaux simples, les dispositifs médicaux implantables, qui sont insérés à l'intérieur du corps, qui peuvent être actifs ou non actifs. La différence, c'est qu'ils peuvent contenir une énergie pour leur fonctionnement, une batterie, une source d'énergie quelconque, donc qui sont appelés actifs. Il y a ce qu'on appelle les dispositifs médicaux sur mesure, qui sont destinés à des malades particuliers, c'est-à-dire ce dispositif-là ne peut être utilisé que pour ce malade. Donc il est fait sur mesure pour ce malade-là. Et donc c'est une classe assez différente. Il y a les définitions pour tout ce qui est accessoire. Qu'est-ce que c'est qu'un accessoire du dispositif médical? Qu'est-ce que c'est qu'un logiciel? Si vous prenez le cas d'un scanner toujours, un scanner il ne fonctionne pas tout seul, mais il a besoin d'un logiciel. Ce logiciel, il doit répondre à certaines normes pour que le scanner fonctionne dans des exigences de qualité et de sécurité optimes. Et donc le logiciel, lui ici, il est soumis à la réglementation du dispositif médical. La destination, on verra tout à l'heure qu'est-ce que c'est que la destination. Et puis il y a d'autres définitions qui sont en relation qu'est-ce que c'est qu'une fabrication, qu'est-ce que c'est qu'un fabricant, qu'est-ce que c'est qu'un distributeur, etc. Donc il y a une loi, la loi 84-12 qu'on verra tout à l'heure, elle a ramené toutes ces définitions pour identifier chaque catégorie de dispositif, chaque intervenant et chaque partie. Alors, la destination d'un dispositif médical, c'est la même chose. Ce sont des dispositifs qui sont destinés à être utilisés à des fins de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement, d'atténuation d'une maladie. Donc c'est toujours en lien avec une maladie. De diagnostic, de contrôle, de traitement, d'atténuation ou de compensation d'une blessure
ou d'un handicap, donc ça aussi ça rentre dans la catégorie de dispositifs médicaux, d'études de remplacement ou de modification de l'anatomie, donc on peut carrément modifier un organe ou une structure de l'être humain, ça peut être un dispositif médical. Et enfin, de diagnostic d'études de remplacement ou de modification d'un processus physiologique, y compris de la procréation. Et donc tous les éléments qui vont avec la procréation médicalement assistée, ils sont considérés comme dispositifs médicaux. La classification des DM, donc la classification générale, elle est basée sur le risque. Plus qu'un DM, il peut présenter un risque pour la santé, plus la classe de risque elle est plus élevée. Et donc là, le schéma très simple, il y a quatre classes, c'est la classe 1, 2A, 2B et 3. Donc la classe 1, c'est les dispositifs médicaux courants qui ont un risque minimal pour la santé humaine. Et la classe 3, c'est la classe à un risque le plus élevé et qui peut, en général, ça touche les organes nobles, tout ce qui est système nerveux, système cardiaque, etc. Donc en général, tous les dispositifs médicaux qui sont destinés à ces organes nobles-là, ils sont des classes de risque numéro classe 3. Bien sûr, c'est un système de classification international qui existe dans le monde, donc le Maroc il a adopté la même classification et la même réglementation. Là, ce sont des exemples, donc par exemple la classe 1, c'est des lèvres personnes, des seringues, mais sans aiguilles, des scalpels, des électrodes. La classe 2A, c'est des tubes utilisés en anesthésie, des tubes de trachéotomie, des aiguilles pour seringues, etc. La classe 2B, c'est des machines de dialyse, des couveuses pour nouveau-nés, des oxymètres. Et puis la dernière classe, la classe 3, c'est essentiellement des cathéters destinés au cœur. Donc vous voyez qu'il y a un organe noble. Les spermicides aussi, c'est classe 3. Les neuroendoscopes, donc c'est système nerveux. Les aiguilles transceptales, les applicateurs, les prothèses articulaires de l'ange, etc. Alors, historique de la réglementation des dispositifs médicaux au Maroc. Auparavant, ces dispositifs médicaux étaient commercialisés sans aucun enregistrement, sans aucun contrôle, sans rien du tout. Donc, ils étaient disponibles sur le marché marocain, sans contrôle, sans rien du tout. Jusqu'en 1997, où le ministère de la Santé il a jugé utile d'adopter un certain contrôle pour vérifier est-ce que les dispositifs médicaux qui sont introduits sur le territoire national, est-ce qu'ils sont de qualité, est-ce qu'ils répondent aux normes internationales et est-ce qu'ils sont performants pour qu'ils soient utilisés à l'échelle marocaine. Et donc, à cette époque-là, en 1997, une première circulaire du ministère de la Santé a été éditée pour définir d'abord qu'est-ce que c'est qu'un dispositif médical et pour dire comment on puisse contrôler et quelles sont les normes sur lesquelles on va se baser pour les contrôler. Et donc, c'était la fameuse circulaire numéro 7 du 19 février 1997 qui a permis d'implanter certains principes. D'abord, le principe de l'évaluation des dossiers de demande d'enregistrement. Donc, les sociétés qui voulaient importer des dispositifs médicaux, ils devaient déposer un dossier avant d'importer leurs dispositifs médicaux. Et donc, ces dossiers-là, ils étaient évalués, ils étaient lus, vérifiés par des évaluateurs, etc., avant de pouvoir donner un certificat d'enregistrement. Cette circulaire, il a instauré ce qu'on appelle la commission consultative d'enregistrement des dispositifs médicaux. C'est une commission qui est composée d'un certain nombre d'experts auxquels le ministère fait appel pour octroyer ou pas un certificat d'enregistrement. Donc on demande leur avis par rapport à ces dispositifs médicaux. Et puis aussi, à partir de 1997, on a introduit la notion de contrôle technique. C'est-à-dire qu'il y avait certains dispositifs médicaux auxquels il devait subir un contrôle technique au niveau de notre laboratoire. Le laboratoire national de médicaments. À cette époque-là, le ministère de la Santé il a acheté quelques équipements, parce qu'on ne peut pas contrôler que les dispositifs médicaux. J'ai dit qu'il y a 1,5 million de références, et pour chaque, pour chaque catégorie de dispositifs médicaux, c'est un appareil de contrôle particulier, et donc aucun État ne peut contrôler tous les dispositifs médicaux. Et donc à cette époque-là, on a choisi certaines catégories de dispositifs médicaux pour qu'ils fassent le contrôle au niveau national. Et le critère de choix, c'était essentiellement des dispositifs médicaux qui étaient achetés par le ministère de la Santé en grande quantité et qui avaient une importance capitale pour leur utilisation. Surtout, c'était des condoms pour tout ce qui est contre le sida, etc. Et c'était des gants de chirurgie qui étaient achetés à très grande échelle. Et puis, comme dernier principe, la circulaire a introduit la notion de certificat, c'est-à-dire de visa, pour que le produit puisse être commercialisé au Maroc.
Donc, qui dit un certificat d'enregistrement dit que le document de base, il y a un document de base pour l'importation des VM, donc c'est le document que l'importateur présente au niveau de la douane, c'est comme un visa pour qu'il puisse introduire le matériel au Maroc, et puis c'est devenu un document exigible pour les appels d'offres pour le ministère de la Santé. Ceci dit, ça c'est une circulaire qui date de 1997, et comme vous le savez mieux que moi, une circulaire n'a pas force de loi. Et donc c'était une simple procédure que les sociétés pouvaient y adhérer, comme ils pouvaient ne pas y adhérer. Donc ce n'était pas une notion obligatoire. Quoique, en collaboration avec la douane, le ministère de la Santé, il a instauré à ce que aucun produit ne peut être importé s'il n'a pas son certificat d'enregistrement. Bien sûr, ça ne se faisait pas à 100%, donc il y avait beaucoup d'importations sans passer par le processus d'enregistrement, mais il y avait d'autres sociétés qui jouaient le jeu, qui venaient enregistrer, déposer leur dossier, etc. Parce que ces sociétés-là, ils étaient visionnaires, ils savaient que par la suite, il y aura une réglementation, ça va devenir obligatoire, et donc ils se sont préparés depuis la mise en application de la circulaire. Et bien, depuis 1997 jusqu'à 2013, la loi, elle a vu le jour. Donc, c'est une longue période, mais il n'est jamais trop tard. La loi, elle est là. En 2013, il y a la loi 84-12 qui est relative aux dispositifs médicaux, qui est venue pour rendre obligatoire le contrôle, l'enregistrement et l'application des normes pour les dispositifs médicaux. Et donc, cette loi, elle a implanté les principes de qualité, de sécurité et de performance d'un dispositif médical. C'est comme le cas d'un médicament. En matière de médicaments, on parle de qualité, sécurité, efficacité. En matière de dispositifs médicaux, on parle de qualité, sécurité et performance. Elle a aussi introduit l'obligation, donc c'est la force de la loi. Il est obligé, donc toutes les sociétés étaient amenées à procéder à l'enregistrement de leurs dispositifs médicaux. Et bien sûr, on a adopté la norme internationale qui est la norme dédiée aux dispositifs médicaux, c'est la norme ISO 13485, avec laquelle notre équipe travaille tous les jours, et des systèmes de contrôle de qualité pour la fabrication des dispositifs médicaux. C'est des bonnes pratiques de fabrication des dispositifs médicaux. Elle a instauré aussi, la loi a instauré le contrôle sur les publicités auprès du grand public pour les dispositifs médicaux. Donc, toutes les publicités, que ce soit au profit des professionnels de santé, que ce soit au profit du public sont soumises à autorisation par le ministère de la Santé. On a instauré également ce qu'on appelle le système de matériaux-vigilance pour surveiller l'utilisation de ces dispositifs médicaux après leur commercialisation. Et puis l'implantation de l'inspection des DM pour la première fois, l'inspection des sociétés de dispositifs médicaux avec la formation des équipes qui sont dédiées à cette fonction, avec en plus, bien sûr, toute loi, il y a des sanctions, et ça c'est un volet très important. Ceux qui ne respectent pas la loi, normalement, ils doivent être sanctionnés par rapport aux exigences de la loi. La loi, il a vu le jour en 2013, son décret d'application, il a vu le jour en 2014, et les arrêtés pour démarrer le processus obligatoire d'enregistrement étaient publiés en 2015, et donc l'obligation d'enregistrement n'a pu démarrer qu'en 2016. Donc en 2013, mais le démarrage de l'application c'était en 2016. Et donc, bien sûr, après la publication en 2015 des 4 arrêtés qui sont des arrêtés très essentiels. Donc le premier arrêté c'est la déclaration de société. Donc chaque société qui veut travailler dans le domaine des dispositifs médicaux doit se déclarer auprès du ministère de la Santé avant d'entamer la procédure d'enregistrement. Un arrêté sur les modalités d'information de l'administration de la délégation, c'est tout ce qui est en relation avec la sous-traitance, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs sociétés qui font de la sous-traitance avec d'autres sociétés. Et donc là, cet arrêté est venu pour réglementer et standardiser cette sous-traitance, qui est responsable de quoi, etc. Donc ça aussi c'est un arrêté très important. Un troisième arrêté, il n'est pas des moindres, c'est celui des règles de classification, des exigences essentielles de qualité et de sécurité de performance et des règles de bonne pratique. Donc c'est l'équivalent de la norme ISO 13485 qui décrit quelles sont les normes auxquelles doivent répondre un dispositif médical. Et puis le dernier, c'est l'arrêté sur l'enregistrement et la publicité. Comment enregistrer, comment avoir une autorisation de publicité, quels sont les différents types d'autorisation. Il y a un certificat d'enregistrement, il y a d'autres types
d'autorisation. Donc, ce sont les 4 arrêtés qui ont été publiés. Bien sûr, il reste 2 autres arrêtés qui ne sont pas encore publiés, mais qui sont en cours. Alors, selon cette réglementation, on a défini bien sûr quel est le circuit d'enregistrement des dispositifs médicaux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la première étape, c'est la déclaration de la société. Et donc, tous établissements, qu'ils soient de fabrication, d'importation, d'exportation ou de distribution, doivent faire l'objet d'une déclaration d'administration. Donc, c'est devenu obligatoire et bien sûr, préalablement au commencement de son activité. L'administration dispose d'un délai de 90 jours pour demander aux déclarants toute information complémentaire et effectuer les visites de locaux. Et la loi a donné la possibilité à l'autorité de venir, de partir et vérifier est-ce que vraiment cette société existe, est-ce qu'elle a déclaré, elle existe et elle respecte les normes essentielles. Et bien sûr, cette étape est très facile parce que vous pouvez ne pas attendre la réponse de l'administration. Si l'administration ne dit rien, vous êtes déclaré dans un maximum de 60 jours. Donc, il y a la procédure de déclaration, c'est la première. On ne communique avec aucune société s'il n'a pas subi auparavant la déclaration. Donc, et bien sûr, en 2016, la loi est entrée en vigueur, mais malheureusement, il y avait un petit décalage parce qu'il y avait des sociétés qui existaient auparavant, donc ils étaient déjà là sur le marché, il y en avait beaucoup, et on ne pouvait pas leur demander de se déclarer en même temps et d'enregistrer leurs produits en même temps. Donc, les sociétés se sont présentées au ministère de la Santé pour demander à ce qu'il y ait un décalage pour pouvoir, primo, enregistrer toutes les sociétés, les déclarer, et par la suite, une fois qu'ils soient déclarés, on démarre le processus d'enregistrement. D'où le processus d'enregistrement proprement dit des produits n'a démarré qu'en 2017. On a déclaré toutes les sociétés en 2016, et à partir de 2017, on a commencé à enregistrer les dispositifs médicaux. Alors ça, c'est le circuit de déclaration qui est très simple. L'établissement dépose un dossier de déclaration au niveau de l'administration contre un accusé de réception et un cachet et signature. Et puis l'administration dispose de 90 jours. C'est là une remarque. Il doit la faire en ces 90 jours. C'est n'a pas de remarque. C'est une déclaration passive sur les 90 jours. Deuxième étape, une fois que vous vous êtes déclaré, la société a effectué les démarches de déclaration, elle doit enregistrer son dispositif médical ou ses dispositifs médicaux. Donc la mise sur le marché d'un dispositif médical est subordonnée à l'obtention préalable d'un certificat d'enregistrement qui est délivré par l'administration, c'est la direction du médicament de la pharmacie, après consultation de la Commission nationale consultative des dispositifs médicaux. Donc la loi elle est venue pour elle a gardé la Commission nationale avec les experts, les mêmes experts qu'il y avait auparavant, et elle l'a renforcée par d'autres experts universitaires du domaine du dispositif médical, donc c'est une commission plus large. Et puis la demande d'obtention d'un certificat d'enregistrement doit être accompagnée par un dossier administratif et un dossier technique qui permet d'apprécier les performances du dispositif médical et la conformité aux exigences essentielles. Et donc nous avons des évaluateurs qui sont parmi nous ici, que j'ai remercié pour leur travail. Et donc c'est eux qui évaluent tous ces dossiers, que ce soit administratif ou technique. Et donc c'est parmi leurs missions. Alors, pour enregistrer un dispositif médical, il y a plusieurs types. Il y a ce qu'on appelle les dispositifs médicaux seuls, c'est-à-dire que c'est un seul dispositif médical qui est utilisé sans faire appel à un autre instrument ou autre chose. Il y a ce qu'on appelle les dispositifs médicaux qui peuvent être rassemblés en kit. Et donc là, vous avez la possibilité de les enregistrer en globalité sous forme d'un kit. Il y a ce qu'on appelle les dispositifs médicaux en famille, c'est-à-dire que c'est les mêmes dispositifs médicaux qui peuvent avoir des formes différentes, des références différentes, mais c'est la même famille, c'est l'exemple des ciseaux, c'est la famille des ciseaux, mais ça peut être enregistré pas chaque ciseau, mais c'est la famille des ciseaux. Et puis, il y a ce qu'on appelle les dispositifs médicaux en système, ce sont les dispositifs médicaux qui ne peuvent pas être séparés. Vous ne pouvez pas utiliser la prothèse d'orange, ce sont les éléments qui vont avec. Donc c'est un système entier, il y en a plusieurs cas. Donc ça demande différentes figures pour enregistrer un dispositif médical. Alors, toute demande d'obtention d'un certificat d'enregistrement de dispositif médical, qu'il soit importé, fabriqué, importé, semi-fini, doit être déposé bien sûr au niveau de la direction du médicament, dossier administratif et un dossier technique. Et bien sûr, il y a ce qu'on appelle les dispositifs médicaux importés, et donc 90% des dispositifs qui sont importés. Il y a des dispositifs médicaux qui sont fabriqués localement. Ça, c'est une découverte. Bon, il y avait à l'époque de 2000, il y avait une société ou deux qui fabriquaient
des dispositifs médicaux très simples, mais à partir de l'application de la loi, on a découvert qu'il y a des sociétés qui fabriquent des dispositifs médicaux de classe 3. C'est une simple découverte par l'application de la loi, parce qu'ils étaient obligés de venir se déclarer chez nous, et donc on a découvert qu'il existait au Maroc. Heureusement, ce sont des sociétés qui faisaient de la sous-traitance, c'est-à-dire qu'ils ramenaient les produits d'autres pays, ils faisaient de l'assemblage, donc ce n'était pas de la fabrication comme vous dites, mais c'est essentiellement de l'assemblage, et puis d'une réexportation être définie par la réglementation, chose qui n'a pas encore été faite, donc pour aider la sécurité de ces produits-là qui émettent rayonnement, les IRM, les scanners, tout ça, il y en a beaucoup. Alors, un certificat d'enregistrement, lorsqu'il est obtenu, il n'est pas valide pour toute la vie, il est valide pendant 5 ans. Donc, normalement, après 5 ans, votre certificat d'enregistrement, il est caduc. Et donc, vous devez faire ce qu'on appelle un renouvellement quinquennal, c'est-à-dire redéposer une autre fois votre dossier avec un minimum de pièces exigibles pour vérifier est-ce que votre produit il est toujours performant, il est toujours de qualité, et on vous donne un nouveau certificat qui est renouvelé. Il y a aussi ce qu'on appelle des mises à jour de certificat. Chaque fois qu'une variation qui est intervenue par rapport à votre dispositif médical, vous devez informer l'autorité, vous devez informer les utilisateurs et les clients comme quoi il y a eu une variation, il y a un changement pour plus de sécurité et plus de vigilance. La loi a apporté aussi le principe de transfert de titularité, c'est-à-dire qu'une société peut transférer la titularité de l'enregistrement vers une autre société, c'est nouveau aussi. Et bien sûr, la publicité, l'autorisation des publicités et un certain nombre d'autorisations spécifiques pour des cas particuliers de certains dispositifs médicaux. L'exemple, c'est les dispositifs médicaux qui sont utilisés pour l'expérimentation. Donc ce sont des produits qui ne seront pas commercialisés, mais qui seront importés pour qu'ils soient expérimentés dans un cadre clinique, investigation, etc. Donc il y a une autorisation spéciale. Un autre exemple, les échantillons pour enregistrement. Pour pouvoir enregistrer un dispositif médical, vous devez présenter un échantillon. Donc je dois vous donner une autorisation pour pouvoir importer cet échantillon. Il y a d'autres cas. Donc pour exposition lorsqu'il y a une foire ou là, un événement avec des échantillons à exposer, des usagers, en cas d'usagers, donc ce n'est pas encore. Et donc là, c'est le circuit d'enregistrement. Donc l'établissement ou la société, elle doit déposer un dossier au niveau de l'administration. Et bien sûr, contre un accusé de réception et un check-in rapide de dossier avant qu'il ne soit autorisé. Et puis, chose qui est très importante, là j'ai marqué 120, l'administration elle a 120 jours pour pouvoir évaluer ce dossier. Donc, le législateur il a jugé à ce que l'administration doit avoir un timing pour pouvoir évaluer et donner un certificat d'enregistrement. Donc c'est 120 jours, c'est 4 mois. Et donc le start, le démarrage de ce chronomètre au moment de dépôt, votre accusé de réception, c'est le démarrage. Puis il y a l'étape évaluation, donc ce sont les évaluateurs qui vérifient tous les éléments du dossier, technique, administratif, etc. Et il y a des rencontres avec les sociétés lorsqu'il y a quelque chose qui n'est pas comprise ou là, une demande d'information, on fait appel à la société pour qu'il nous explique davantage. Et puis, si le dossier il est très bien, donc il est complet, il n'a aucune remarque, on le soumet à la commission nationale qui siège au niveau de la direction pour donner son avis. Est-ce que vraiment ce dispositif médical il est utile pour le Maroc? Est-ce qu'il peut être enregistré ou pas? Si tout va bien, donc la direction il octroie un certificat d'enregistrement dans un délai maximal de 120 jours. Et bien sûr, ce certificat d'enregistrement il est valable pour 5 ans. En conclusion, donc, la loi c'est une bonne chose, donc c'est une obligation qui est législative et réglementaire. À partir de 2016, c'est la déclaration des sociétés, et 2017, c'est l'enregistrement. Elle concerne tous les dispositifs médicaux, et là j'ai mis un petit chiffre. En 2017, nous avons octroyé 7000 certificats d'enregistrement. C'est la date de rentrée en vigueur de la loi. En 2016, c'est un peu biaisé parce que les gens connaissaient que la loi elle allait être imposée, mais en 2015, on a enregistré à peu près 1000 certificats par an. Entre la mise en application de la loi et avant, il y a une grande différence. Un autre exemple, le nombre de sociétés. Avant la loi, la direction du médicament travaillait avec à peu près 300 à 400 sociétés, au maximum. Après la loi, en 2016 et fin 2016, on a comptabilisé plus de 1800 sociétés
qui est exercement. Donc là, pour que vous voyez l'importance de la loi et de l'obligation de faire les choses. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce processus-là d'enregistrement de déclaration est normalisé. Et donc, la loi a apporté tous les éléments, les pièces à amener, comment le dossier doit être déposé. Et nous avons mis sur notre site web dnpsanté.gouv.ma tous les éléments. Vous pouvez même télécharger une application qui vous facilite l'enregistrement, le téléchargement des pièces et la soumission électronique au niveau de la direction du médicament et de la pharmacie. Et je vous remercie.